Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers téléspectateurs de 7 News. Vous êtes bel et bien sur l'émission Objectif Zéro. Objectif Zéro est cette émission, votre rendez-vous qui met généralement sur la table les problèmes liés aux objectifs de développement durable. Il faut rappeler ici que les objectifs de développement durable sont ces 17 objectifs mondiaux que les États membres de l'ONU se sont engagés à mettre sur pied au cours des 15 prochaines années, 2015-2030. Les ODD portent donc sur de nombreux sujets, à savoir la protection de la planète, la construction d'un monde pacifique, la possibilité pour chacun de vivre en sécurité et dans la dignité. Ces objectifs, comme vous le savez bien, font partie d'un programme de développement visant à aider en priorité les plus fragiles. Aujourd'hui, il sera donc question pour nous de mettre sur la table l'objectif 16, ODD 16 si vous voulez. L'ODD 16 qui met en premier chef la paix, la justice et les institutions efficaces. Ici, il s'agit donc de promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable. Aussi, assurer l'accès à tous pour une justice équitable. Pour vous entretenir cet après-midi, nous aurons sur ce plateau deux invités de marque, Patrick Maloum et Serge Abouna. Chers invités, chers téléspectateurs, nous revenons tout à l'heure, juste après cet élément, l'ODD du jour, présenté par Fabien Dimitri-Mal. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes bel et bien sur 7 News. L'émission, c'est Objectif Zéro. Cette émission est produite avec la collaboration du réseau Anil for PSD. Anil for PSD, coordonné par Patrick Maloum, qui est là ce soir, qui va nous parler de ses expériences et qu'il vit sur le terrain tous les jours. Je disais donc tantôt que nous travaillons sur l'ODD 16. L'ODD 16 qui met sur le plateau la paix, la justice et les institutions efficaces. Il faut encore le rappeler, chers téléspectateurs, les 17 objectifs de développement durable ont été mis sur pied pour transformer notre monde, le peuple et la planète. L'année 2015 offrira une occasion sans précédent de réunir les pays et les peuples pour choisir et emprunter de nouvelles voies afin d'aller de l'avant et d'améliorer la vie des populations partout dans le monde. Nous revenons sur ce plateau après le premier élément de Fabien Dimitri-Mal, l'ODD du jour. Pour vivre dans une région comme l'extrême nord du Cameroun, il faut désormais s'armer de courage. Il faut surtout rester de manière permanente sur le qui-vive, à l'exemple de ces forces de défense, prêtes à mettre l'ennemi hors d'état de nuire pour préserver la paix et la stabilité sociale. C'est en tout cas un quotidien auquel ils sont désormais soumis depuis quelque temps déjà, du fait des assauts à répétition de Boko Haram, une secte nébuleuse, passée maigre dans des attaques kamikazes barbares, perpétrées dans des lieux publics comme les mosquées et les marchés, et contribuant fortement à faire passer des vies à crépas un nombre impressionnant de citoyens innocents. En 2015, les chiffres révélés par l'action contre la violence armée ont permis de comprendre que le Cameroun a enregistré 464 morts liés à l'arme explosive. Des chiffres qui ont fait endosser au pays de Paul Biya le triste palmarès de 11e dans le top 15 des pays enregistrant des victimes liées à l'arme explosive dans le monde. Toujours au Cameroun, la situation n'est guère reluisante dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, en poids des revendications de toutes sortes, portées sur la place publique sous le label des crises anglophones et causant très souvent des affrontements entre l'armée et les civils, donnant naissance à toute forme de violence. Heureusement, le gouvernement et quelques organisations non gouvernementales veillent au grain pour établir l'équilibre social. Outre les actions remarquables des forces de maintien de l'ordre qui sont au front de manière permanente, il y a aussi ces personnes volontaires constituant un comité de vigilance et jouant parfois un rôle très crucial dans le renseignement de premier ordre.
comptant très souvent dans leur rang des personnes de moins de 18 ans, on les voit ici opérer des fouilles inopinées sous le regard tout aussi vigilant des membres de Anil for PSD, venus leur apporter un soutien dans l'accomplissement de leur mission, ô combien délicate, de prévention de la paix et de la sécurité. La mise sur pied de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme en 2017 a également donné l'opportunité au gouvernement camerounais d'apporter sa contribution dans la résolution de tout type de conflit. L'objectif final étant de permettre au pays de redevenir un havre de paix par la promotion du dialogue, la justice, la réduction de toute forme de violence et conflits ethniques et surtout l'avènement des sociétés pacifiques et inclusives aux fins d'un développement durable. Merci Fabien Baga pour cet élément. Vous avez entendu avec nous, chers téléspectateurs, l'ODD du jour, c'est l'ODD 16 qui met sur la place la paix, la justice et les institutions efficaces. Nous parlerons des comités de vigilance en ce jour. Pour en discuter, nous allons donc accueillir nos invités sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Patrick. Vous êtes expert en résolution des conflits internationaux. Par ailleurs, il faut noter ici, avec nos téléspectateurs, que vous êtes aussi le coordonnateur du réseau Anil for PSD. C'est bien ça? C'est bien ça, et pour moi, c'est un réel plaisir d'avoir répondu à votre invitation, et c'est toujours un honneur pour moi de discuter de ces thématiques relatives aux objectifs de développement durable. Ok, nous y reviendrons tout à l'heure. Bonsoir, monsieur Serge Abouna. Bonsoir. Est-ce que ça va? Très bien. Vous êtes responsable du comité de vigilance à WADA, c'est bien ça? Oui, nous avons mis une initiative au niveau de WADA, mais qui n'a pas porté jusqu'à aujourd'hui. Nous avons rencontré un certain nombre de difficultés, mais c'est une expérience également et ça n'a pas été en vain. Donc nous avons tiré des conséquences et aujourd'hui ça nous sert d'expérience pour améliorer dans les prochaines initiatives. Ok, pour la bonne gouverne de nos téléspectateurs, il faut déjà rappeler ici que la définition que nous pouvons donner au comité de vigilance, nous pouvons dire que c'est une organisation, un groupe d'individus ayant un idéal de défense et de maintien de l'ordre, il faut déjà le rappeler. En bref, nous pouvons dire que c'est un concept de défense populaire aussi. Monsieur Patrick, je vais d'abord m'adresser à vous. Pourquoi le comité de vigilance, ou alors pourquoi l'existence des comités de vigilance, d'une manière générale? Bon, ce qui est important à souligner ici, c'est que au lendemain des périodes coloniales, il y a un appareil d'État qui est né au sein de la société africaine, un véritable corps étranger. Et cet appareil d'État repose sur un ordre colonial qui définit les perspectives de maintien de l'ordre. C'est pourquoi on parle vulgairement des forces de maintien de l'ordre. Malheureusement, donc, ces forces de maintien de l'ordre reposant justement sur les acquis coloniaux ont une perception assez restrictive de la question de l'ordre. Alors, force de maintien de l'ordre signifie maintenir l'ordre sous le label colonial, signifie maintenir le pouvoir républicain et les arcans de l'État dans un domaine sécuritaire. Alors, vu sous cet angle, nous pouvons constater que les forces de maintien de l'ordre ne répondent pas toujours aux aspirations sociétales des peuples. Et alors, les populations qui se sentent délaissées, parfois abandonnées, développent les dynamiques citoyennes visant à renforcer la résilience interne sur le plan sécuritaire. Et c'est ainsi que, malheureusement ou heureusement, nos États sont obligés de sous-traiter même la sécurité avec les acteurs non étatiques et les acteurs de comités de vigilance. C'est pour ça que de nos jours, nous parlons des comités de vigilance pour retraduire même l'idée d'une sécurité parcellaire, une sécurité qui n'est pas entièrement entre les mains de l'État et qui appartient aussi aux acteurs non étatiques. Donc vous avez évoqué tout à l'heure les acteurs qui œuvrent dans le secteur qu'on peut appeler comité de vigilance. Nous allons donc donner la parole à Serge Abouna. Comment ça s'est passé pour mettre sur pied votre comité de vigilance? Quelle a été votre démarche? En fait,
tout part d'un problème. Le problème, c'est qu'il y avait un certain nombre dégâts de comportement que nous avons observés parce que nous avons une association qui œuvrait là. Vous parlez des dégâts et comportements, ça nous intéresse. Par exemple, il y avait par exemple des agressions, il y avait des vols des sacs. Vous voyez une dame qui sort du supermarché à Maïma s'est fait arracher son sac. Et les jeunes courent directement parce qu'à l'époque, il y avait une grande forêt là au niveau de Ouada, là au niveau de Campos. Vous précisez que vous œuvrez au niveau de Ouada. Oui, à cette époque-là. Et voilà, nous avions une association au départ qui était même orientée sur l'environnement. Alors on se rend compte que pendant que nous travaillons pour améliorer l'assainissement là au niveau du jardin là, on se rend compte qu'à chaque fois les jeunes, on voit un jeune qui va courir dans le jardin avec un sac et puis il va fuir, il tourne, la dame elle est en train de le chercher et puis les éléments du premier quand ils vont arriver que ça court et tout. Donc du coup la dame, comme il y avait la forêt là, elle ne pouvait pas le suivre à l'intérieur de la forêt. Alors la première initiative qu'on va mettre en place, c'est d'abord assainir, essayer de défricher pour avoir un peu plus de lumière et aussi permettre que même s'il va à distance, lorsque les éléments du premier arrivent, même de l'autre côté, parfois ils pouvaient les croiser. Bref, on a commencé par l'assainissement et puis on s'est rendu compte qu'il fallait une initiative interne parce que parfois on allait appeler les éléments le temps qu'ils arrivent ou parfois ils ne venaient même pas, c'était un peu défaillant. Et bon, on a décidé d'avoir une initiative qui permet de mener les actions primitives, prioritaires, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que le préalable, si on pouvait déjà saisir, maîtriser la personne et puis le remettre aux éléments de la police. Alors ça a été une initiative qui a été mise sur pied en collaboration avec les jeunes qui étaient là et qui étaient de bon sens, des bénévoles, parce que on les avait déjà interdits de circuler à ce niveau-là. On avait mis un système de choisure et ceux qui n'avaient pas de choisure, les éléments du comité de vigilance, alors voilà, ils étaient chargés non seulement d'assainir, mais également de surveiller et de contrôler les environs pour empêcher que d'autres jeunes, puisque c'était des jeunes qui se connaissaient, on se connaissait, il y avait d'autres jeunes qui viennent de monter en rouge, ceux qui viennent de la poste, ceux qui viennent migrer là et qui dorment là, qui venaient pour dormir là la nuit. Donc déjà, parfois ils rôdaient là, on les a interdit de rôder là s'ils ne font rien parce qu'ils étaient obligés soit de s'intégrer dans les travaux que nous étions en train de faire, les travaux d'assainissement, les travaux de maintenance. Ok, nous allons revenir à vous tout à l'heure parce que vous évoquez le terme assainir, puisque vous avez pris cette initiative d'assainir votre coin. Je vais m'adresser à l'expert en résolution des conflits internationaux, M. Patrick. En écoutant Serge Abouna, on a l'impression que l'État, à un moment donné, s'est retrouvé un peu défaillant face à cette situation. La première question qui me vient à l'esprit, est-ce une activité légale, le comité de vigilance? Comment ça se... Sur le plan du droit, comment ça se passe? Est-ce que c'est prévu par la loi de mettre sur pied des comités de vigilance ou alors des groupes d'individus pour assainir, comme il était en train de dire tout à l'heure? Bon, disons de façon pratique d'abord, avant de revenir de façon légale, de façon pratique, les sociétés étant confrontées à toute forme d'agression ou dégâts, pour reprendre l'expression de Serge, sont obligées de développer les dynamiques citoyennes en vue de renforcer une résilience sécuritaire. Et alors, ce qui est vrai, c'est que ces dynamiques qui s'organisent autour d'un comité de vigilance sont reconnues et sont légitimées même par les pouvoirs, par les autorités communautaires. Donc, c'est-à-dire au niveau communautaire, ces individus ont déjà une certaine légitimité qui facilite leur action, qui facilite leur déploiement et qui peut aussi avoir des résultats tangibles. Quand Serge parlait de l'assainissement, c'est parce que justement ces comités sont plus proches de la société, sont plus proches des réalités sociétales. Lui, ça fait partie des mesures dissuasives ou même préventives visant à encadrer ou à mieux déployer les efforts sécuritaires. Et alors maintenant, donc, vu sous cet angle,
ces dynamiques sécuritaires organisées autour d'un comité de vigilance sont déjà acceptées et sont reconnues à l'échelon communautaire. Elles sont même aussi acceptées même à l'échelon étatique, mais il appartient maintenant à l'appareil étatique de pouvoir organiser ça autour d'une législation, réglementer l'action du comité de vigilance. Parce que jusqu'ici, les actions sont faites en dehors du cadre réglementaire, et c'est en cela que j'étais en train de poser la problématique du fait que l'une des raisons pour laquelle le comité de vigilance existe, en fait, c'est parce que l'État est déconnecté de la société. Et malheureusement, ça fait partie de l'héritage colonial qui convient de pouvoir réconcilier afin de pouvoir vraiment jouir véritablement des fruits de cette activité. Vous parlez de cette déconnexion-là. En revenant à vous, Serge, quelle autorité avez-vous vu précisément avant de vous engager dans cette initiative? Déjà, nous avons initié et lorsque nous avons commencé à appréhender certains, nous les amenions au commissariat du 1er arrondissement. Et c'est là où nous avons rencontré à l'époque Madame le commissaire. Et nous lui avons parlé de l'initiative. Et l'initiative qui a trouvé des oreilles sensibles auprès de Madame, qui était déjà une dame très attachée à l'assainissement, à la propreté. Donc elle nous a encouragés avec 17 machettes. 17 machettes. Oui, elle nous a donné des machettes pour pouvoir assainir. Et là, je me rappelle, nous avons nettoyé, nous avons couvert environ près de 5 CNI qui étaient là, des personnes qui ont été certainement agressées, dont les cartes ont été jetées. Là, on a remis ça au commissariat. Et c'est comme ça que Madame le commissaire nous a permis à l'époque de chaque fois que nous avions appréhendé un des jeunes, il devait aller là-bas au commissariat et on devait l'amener là-bas et il devait faire des travaux d'intérêt général avant d'être relâché. Et si c'était grave, on allait voir après comment ça allait se passer. Bon, donc c'est elle qui a en quelque sorte endossé notre démarche. Donc c'est comme ça que nous avions déjà cet encouragement-là. Et pour nous, ça suffisait pour le moment. Bien sûr, nous voyons déjà là une sorte de volonté de pouvoir de mettre sur pied cette initiative, de vous accompagner aussi, vous les jeunes. Je vais revenir à M. Patrick, parce qu'à l'entendre parler, on a l'impression qu'il ne met pas cet accent sur le pouvoir public, qui ont aussi cette envie d'accompagner les jeunes dans l'initiative des comités de vigilance. Nous voyons quand même que au niveau du Grand Nord, avec Midiawa Bakari, le gouverneur de l'Extrême Nord, le 28 janvier notamment, avec les populations du Marais Sava, le gouverneur a porté la voix du chef de l'État en encourageant ces populations-là à mettre sur pied des comités de vigilance. Ici, on a l'impression que les pouvoirs publics soutiennent véritablement cette initiative. Quel est votre point de vue? Bon, de façon pratique, les pouvoirs publics, dans un contexte comme le nôtre, fragilisé à plusieurs fronts, dans un Cameroun qui est en proie à des attaques externes et des attaques internes, le Cameroun n'a pas autre choix que de sous-traiter sa sécurité. Il faut le rappeler, sans vous couper, que c'était dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Oui, le Cameroun n'a donc pas autre choix que de sous-traiter sa sécurité. J'ai pris la peine de pouvoir dépoussiérer un peu l'héritage colonial en vous disant que l'État, l'appareil étatique tel qu'il a été conçu, tel qu'il a été hérité, n'est pas légitimé au niveau communautaire. C'est ainsi que nous voyons un grand décalage qu'il y a entre les dynamiques étatiques et les dynamiques sociétales. Or, comment est-ce que s'opèrent les actes terroristes, puisque c'est le Boko Haram, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram que le gouverneur a fait cette déclaration, les terroristes ont l'habitude de nouer des relations matrimoniales pour pouvoir s'intégrer au sein même des communautés afin de pouvoir opérer librement ou efficacement leur forfait. Mais alors maintenant, pour pouvoir aussi dissuader ces opérations, il faut aussi des forces communautaires. Or, l'État, l'appareil étatique n'a pas la légitimité nécessaire pour pouvoir. Et alors, c'est en ce sens que l'État est obligé de sous-traiter dans sa sécurité avec des personnes qui sont reconnues, qui sont légitimées au niveau communautaire. Bon, mais ce qu'il faut ajouter, c'est que le comité de vigilance lui-même regorge beaucoup de risques
de façon intrinsèque. Oui, Et si ces risques ne sont pas suffisamment managés par l'État, cela risque même de se retourner contre l'État. Parlant des risques, nous allons revenir à vous, Aboula. Je ne sais pas, vous avez dit tout à l'heure que le commissaire du premier arrondissement, c'est bien ça, vous a remis des machettes. Ces machettes ont servi à quoi? C'était uniquement pour mettre de la propriété ou alors pour vous défendre? Et également à toute fin utile. Mais ce qui était fait, c'est que nous avions la maîtrise de certains de nos éléments. Bref, de nos éléments en Quand fait. vous parlez de maîtrise, il s'agit de quoi? C'est-à-dire que ce sont des jeunes que nous connaissions de bonne moralité. Parmi ces jeunes-là qui s'impliquaient déjà dans des travaux et que nous permettions de toucher au matériel parce qu'on connaissait quand même qu'ils étaient... Mais quel élément, quel outil utilisez-vous pour mesurer le degré de moralité de ces jeunes? Bon, en fait, le vécu dans le cadre du projet dans lequel nous étions engagés, le projet d'assainissement de cette zone-là, nous avions des jeunes qui étaient vraiment engagés dans le travail. On sentait qu'ils étaient pour l'utile. Ils étaient pour l'utile et il n'y avait pas d'exaction. On ne les avait pas encore vus dans des situations qui prêtent à équivoque. Et bon, dans ce sens-là, on leur donnait un minimum de confiance quand même parce qu'il n'y avait pas d'antécédent. Bon, maintenant, dans ce sens-là, comme ils avaient changé de maillot et qu'ils étaient dans le côté du bon sens, on leur remettait du matériel de travail. Est-ce qu'il y a eu un casting d'abord avant? Quand vous dites qu'ils étaient... Quel est le casting? Comment vous avez eu à procéder? Ça nous intéresse pour essayer de voir comment vous faites pour mettre sur pied un comité de vigilance. Nous avons constaté déjà le problème. Le problème, c'était que beaucoup de jeunes, lorsqu'il y avait des exactions, on venait arrêter tout le monde. On venait prendre tout le monde et tout le monde qui était là en train de travailler, on ne voulait pas savoir qui est concerné. C'était le besoin d'enquête, tout le monde est parti, présomption et tout. Et voilà, on s'est dit, mais on ne va pas être victime des autres à chaque fois comme ça, il faut bien trouver une solution. Alors il fallait une solution en interne parce qu'on connaissait qui a fait quoi. Parce que quand il y a une situation, d'aucuns diraient non, c'est tel qui l'a pris, c'est tel qui a pris le sac qui se trouve à tel endroit. Donc on connaissait les éléments, on connaissait les acteurs, ceux qui posaient ce problème. Et parfois, la police pouvait arriver là, le silence tue la démarche, c'est-à-dire qu'on sait qui a fait et par mauvaise foi, personne ne le dit, on protège. Et bon, voilà, ça fait un problème. Mais la police aussi, quand ça ne va pas, on va porter tout le monde. Au niveau de la situation, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des jeunes qui s'engagent pour... Bon, quel matériel utilisez-vous pour vous protéger? Bon, certainement, il y a eu des cas où vous aviez mis la main sur des fouteurs de troupes, comme si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que vous aviez fait? C'était avec des machettes, avec des lances? Quelle arme utilisez-vous généralement pour neutraliser? De manière vraiment empirique, nous avions des machettes et des gourdins, ça simplement. Et généralement, les situations que nous avons rencontrées là, par exemple au niveau de Ouada, ce n'étaient pas des situations forcément des gens étaient armés. C'est des jeunes qui sont dans la précarité, qui se réveillent le matin, ils sont dans une... Oui, là nous sommes d'accord. Est-ce que vous les fouettez? Non, on les maîtrise. On les maîtrise. Vous les amenez à la gendarmerie ou à la commissariat? Oui, on les amène au commissariat. On les maîtrise simplement. Okay. Et parce qu'au départ, c'était simplement ça, les maîtriser et les amener au commissariat parce que nous n'avions pas qualité d'aller au-delà. Ok, vous avez entendu avec nos chers téléspectateurs, vous à la maison, vous suivez aussi cet élément comme nous ici en studio. Le comité de vigilance, nous nous posons assez de questions. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Nous allons vous proposer l'extrait de Thierry Eba qui nous présente un peu les comités de vigilance. Est-ce un couteau à double tranchant? Vous allez le suivre dans cet élément. On a l'impression que l'élément n'est pas prêt. Nous allons revenir sur le plateau avec Patrick qui va essayer de nous éclairer sur la suivi de ces membres qui sont généralement dans le comité de vigilance. Est-ce que, selon votre entendement, est-ce qu'il y a un casting véritable? Quel est le profil réel
individus qui peuvent se retrouver dans le comité de vigilance. Ce qui est déjà important à souligner ici, c'est que les actions du comité de vigilance peuvent différer selon la typologie de la menace, selon que nous sommes dans une zone relativement calme, pacifique, dans une zone conflictuelle. Et alors, les missions ou les finalités du comité de vigilance peuvent être contre-insurrectionnelles ou tout simplement les missions d'appui vis-à-vis des forces dites de maintien de l'ordre. Bon, mais ce qui est important à savoir, c'est que généralement, les comités de vigilance, parce que naissant des dynamiques communautaires, recrutent souvent en leur sein des personnes avec qui elles ont une même affinité, soit ethnique, une même affinité, soit politique. Pour se mettre ensemble. Pour se mettre ensemble. Et ces personnes, donc, justement, ont une conception similaire de la menace, qui parfois est opposée même à la conception que l'État a de la menace. C'est ainsi que, je l'ai dit, ce sont des personnes que nous connaissons. Effectivement, ces personnes peuvent voir la menace comme étant découlant de l'État. Or, l'État, lui, il a une autre perception de la menace. Et alors, donc, si c'est que ces faiblesses-là à l'interne ne sont pas maîtrisées, ces comités vigilants peuvent être une milice sur le long terme, une milice communautaire. Parce que, comme je l'ai dit, elle jouit déjà de la légitimité sur le plan communautaire. Et elle est à son sein les personnes qui ont un même dénominateur commun, on s'appelle sur le plan ethnique, sur le plan politique, ces personnes qui ont une même conception de la menace et qui généralement est très différente de la conception de la menace que l'État a. L'État leur aura donc accordé une certaine marge de pouvoir pour agir en son nom. Ces comités peuvent être une milice sur le long terme ou même carrément une force paramilitaire. C'est ça. C'est pourquoi donc alors la question de la définition du profil des personnes qui doivent intégrer le comité de vigilance doit déjà s'appuyer d'abord sur le mandat que l'autorité administrative en charge doit leur confier, sur leur rôle et leurs prérogatives, les limites à ne pas franchir. Les dérives et autres, pour ne pas verser dans ces dérives-là. Voilà. Et maintenant, donc, quand la menace qui a justifié la naissance du comité de vigilance est arrivé à terme, l'État doit être capable de pouvoir récompenser ces comités de vigilance. Ce sera aussi une excellente occasion même pour l'État, pour l'appareil étatique de bénéficier, de jouir d'une légitimité au niveau local. La légitimité qu'elle n'avait déjà pas parce qu'on a considéré l'État comme étant loin des dynamiques sociétales. Ce sera justement une excellente occasion parce que l'État va s'appuyer sur les actions du comité de vigilance. Mais comme j'ai dit, il est toujours très important que la dynamique étatique puisse avoir déjà un œil et un regard assez poussé sur ces comités de vigilance qui peuvent être une organisation prédatrice et qui peuvent être à long terme des forces paramilitaires, comme on a vu par exemple en Sierra Leone dans la guerre de 91-2002, comme on a vu par exemple à Djibouti et comme ça se passe par exemple à RCA présentement. Je vais revenir toujours sur le profil. Est-ce que, M. Abouna, dans votre comité de vigilance, est-ce qu'il y a aussi des femmes? Comment ça se passe? Vous prenez des jeunes de tel âge à tel âge? Est-ce que c'est des vieux? Des femmes beaucoup plus. Est-ce qu'il existe des femmes dans votre organisation? Pour notre cas, à Ouada, il n'y avait pas de femmes parce que le rôle des jeunes filles, généralement, c'était dans le cadre du projet s'occuper de la cuisine, mais elles peuvent jouer un rôle d'indic par rapport à une situation qui se passe devant elles. Elle transmet simplement l'information. Elle était là comme sentinelle. Voilà, les Amazones de sentinelle. Elles peuvent aider dans le renseignement, simplement. Ok, Monsieur Patrick, est-ce normal d'avoir des femmes dans un comité de vigilance, d'une manière globale? Oui et non. Par exemple, dans les régions dites du Grand Nord, les régions qui vivent sur le poids socio-culturel, la femme n'a pas qualité à prendre ce devant parce que la question sécuritaire, c'est une question purement patriarcale, elle est confinée juste à l'homme. Quand vous dites qu'elle n'a pas qualité, nous savons très bien le combat que les femmes mènent aujourd'hui. Les femmes veulent aussi porter la culotte comme les hommes. Est-ce qu'elles ne se revendiquent pas parfois ce droit d'être aussi parmi ceux qui constituent le comité de vigilance? Oui, alors on les retrouve partout aujourd'hui, les femmes. Mais malheureusement, dans les régions du Grand Nord, les régions où les femmes n'ont pas assez de voix, les régions qui sont fortement dominées
par le système patriarcal, Oui. il est très difficile que la femme puisse jouer un rôle de premier plan. Ce qui est justement en contradiction, par exemple, avec la résolution 1325 des Nations Unies, qui reconnaît même à la femme cette qualité de médiatrice, cette qualité de pacificatrice. Bon, alors dans les comités de vigilance tels qu'ils sont conçus, parce que n'étant pas suffisamment réglementés, est-ce que la femme peut aller se mettre en premier front alors qu'elle est exposée? Voilà toutes les questions qui sont posées. Et c'est pourquoi je ne suis pas surpris que qu'il n'y ait pas assez de femmes et que certains comités ne veulent même pas recruter les femmes, puisque elles ne sont pas suffisamment protégées. La loi ne connaît pas assez d'espace juridique pour cette activité, et ça pose des questions vraiment au niveau de l'encadrement. Bien entendu, et dans le cas des ODD, est-ce qu'il y a des textes alors dans les résolutions des Nations Unies admettant les femmes dans les comités de vigilance? Est-ce qu'il existe un texte en rapport avec cette situation? Pas dans les comités de vigilance, mais la résolution 1325 des Nations Unies reconnaît aux femmes, reconnaît le rôle, salue le rôle et encourage même les États à intégrer la femme dans le circuit sécuritaire à tous les échelons. Alors c'est ce que la résolution organise, et le Cameroun a ratifié cette résolution. D'ailleurs, même récemment, il y a eu un séminaire d'implémentation de cette résolution ici au Cameroun. Alors donc c'est une résolution qui est acceptée, reconnue et validée. Pour le reconnaître, nous sommes dans une situation de sécurité dans notre pays, avec la situation que nous connaissons au Grand Nord, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec la fameuse crise anglophone, à l'Est avec les anti-Balaka et les Séléka, tout ce que vous pouvez connaître avec l'actualité qui verse dans cette affaire d'insécurité tout ce temps. Je vais revenir à vous, M. Abouna. Est-ce que votre organisation est hiérarchisée? Est-ce qu'il y a un président, un secrétaire? Comment vous fonctionnez concrètement? Et comment ça se passe? Les gardes, est-ce qu'il y a des tours? Comment ça se passe? Il y a un bureau qui est là. Il y a un responsable. Avec un siège? Siège, un lieu de réunion, un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre, parce que siège, comme c'est pas officiel, c'est pas, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas les ressources. Il n'y a pas les ressources, c'est une dynamique citoyenne qui fonctionne avec justement, je voudrais que vous nous c'est des parlez bénévoles, de il y a un ça, bureau, il y a un prix. Le fonctionnement, c'est purement, c'est le sentiment d'appartenance, hein, c'est le patriotisme qui anime les gars, parce que il y a ceux qui passent la journée là, et il y a ceux qui font la veille sécurité toute la nuit, et c'est entre nous, on se soutient. Le soutien n'est pas étatique, donc les ressources ne viennent pas de l'État, donc c'est à nos risques et périls, c'est avec nos propres ressources. C'est vrai qu'il y a d'autres comités qui sont officialisés, il faut le reconnaître, qui sont officialisés au niveau des préfectures, des sous-préfectures, et qui reçoivent un certain soutien, un financement participatif, c'est-à-dire les populations, surtout ceux qui sont au niveau des quartiers. La particularité de celui-là, comme le centre-ville et tout, mais dans les quartiers, on peut lancer des appels. Généralement, ce sont les citoyens même qui financent. On peut décider, par exemple, comme j'ai vu dans mon quartier à Kouaban, il y a le quartier paye des gens qui donnent 1000 francs par mois, ça permet quand même de financer un tout petit peu le fonctionnement du comité quand cela est rendu possible. Mais dans le cas contraire, c'est vraiment la précarité. Donc, la précarité, comme vous dites, on constate que vous tirez véritablement le diable par la queue. Je vais m'adresser à Patrick Maloum tout à l'heure. Bon, nous remarquons que là, il y a des questions de suivi et de réinsertion. Comment ça se passe? Ces jeunes-là, on constate que la plupart, c'est des jeunes qui n'ont pas de travail, des jeunes qui sont dans l'oisiveté. Et il y a quand même un certain nombre d'interrogations. Nous allons quand même rappeler que l'aide du Sahel, le 3 mars 2017, a essayé de mettre sur la table ce phénomène. Est-ce que ce ne sont pas des bandits en puissance? Des gars aussi qui traînent là toute la journée? Je ne sais pas, quel regard jetez-vous sur cette situation? De façon contextuelle, on peut dire que le comité de vigilance, déjà, il naît déjà d'un besoin communautaire. D'une part, les membres du comité de vigilance constatent l'absence chronique
ou alors un silence assourdissant de l'État vis-à-vis de leurs préoccupations les plus immédiates. Oui. Et alors, compte tenu de cela, donc, elle décide donc de s'élever, soit pour contrer, comme j'ai dit dans le cas peut-être du Nord, un mouvement insurrectionnel, comme dans le cas de l'Est ou des régions dites anglophones. Et dans le cas de Yaoundé, dans les régions dites pacifiques, peut-être le banditisme à petite échelle. Oui. Bon, alors maintenant, dans la majeure partie des cas, ces populations, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont un même dénominateur commun. Elles ont un même dénominateur commun. Et alors, l'objectif visé premièrement n'est pas d'accompagner l'État dans sa politique de maintien de l'ordre. Mais l'objectif il existe des services de maintien de l'ordre, comme la police par exemple. Oui, mais malheureusement, ces services de maintien de l'ordre, comme je l'ai dit, ont une idéologie qui repose sur l'ordre colonial et qui définissent le maintien de l'ordre comme étant l'ordre du pouvoir en place et l'ordre des institutions étatiques uniquement. Et alors qu'ils ne reconnaissent pas le maintien de l'ordre sous cet angle ne valide pas toujours les approches sociétales. C'est pourquoi donc, le comité de vigilance vient jeter un nouveau regard qui redéfinit même le concept de la sécurité. La sécurité qui était avant entre les mains de l'État devient normalement une sécurité du peuple. Mais si ce peuple n'est pas préparé pour pouvoir garantir sa propre sécurité, et si l'État n'est pas préparé pour pouvoir sous-traiter réellement, mais est plutôt contraint de le faire compte tenu des situations structurelles, conjoncturelles et même politiques, alors naturellement, donc, comme vous avez posé dans la question, ce comité de vigilance va devenir donc une organisation prédatrice ou devient carrément une force paramilitaire qui sur le long terme va s'opposer à des forces régulières en termes d'objectifs, en termes de vision, même en termes de méthodologie et d'approche. Ce qui est clair. Chers téléspectateurs, vous le suivez comme nous sur 7 News. L'émission c'est Objectif Zéro. Objectif Zéro, une émission qui traite des ODD. Les ODD, un nom couramment utilisé pour dénommer les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et qui se sont rassemblés pour atteindre un idéal, l'agenda 2030. Avec le concours de la technique, nous allons essayer de visualiser l'extrait de Thierry Ba, une enquête qui pose sur la table le problème de comité de vigilance. Est-ce un couteau à double tranchant? On se retrouve juste derrière. Maroua est certainement la ville camerounaise qui aura subi de plein fouet les méfaits de la secte islamiste Boko Haram. La vie de ces milliers d'hommes et femmes a radicalement changé du fait de l'insécurité grandissante. La nouvelle trouvaille de la mise en place des comités de vigilance dans la participation du renforcement de la sécurité avait été très vite saluée en son temps. Les gens forêt, oui, sont nombreux, c'est où? Naba. Je veux arriver plus vite à la forêt de Madawaya. Hein? Dans la forêt de Naba, Madawaya, Kodo, et la forêt de Kodo. Il y a 3 forêts. Il y a 3 forêts qui dérangent maintenant là. De plus par contre à Naba, là, comme à côté de Naba, il y a le marigot. Là-bas, bon, ils sont plus nombreux là-bas. Et Kodo. Et à Kodo aussi. Ils sont cachés dans la forêt pour venir nous attaquer. Une sorte donc de sous-traitance de la gestion de la sécurité dans un État comme celui du Cameroun, à des comités de vigilance inexpérimentés et mal outillés dans un environnement où les États ont tendance à faiblir sur ce segment. C'est notre pays à tous. On ne voudrait pas que ce pays soit bafoué par le Boko Haram. Une modalité souvent considérée comme une nécessité pourtant dangereuse puisque la sous-traitance de certains services de la sécurité à des acteurs non étatiques ou à des comités de vigilance ouvre grandement la voie à la circulation des armes qui ont servi à protéger la communauté. Et elles disent qu'elles étaient obligées de rester sous le commandement parce qu'on les a obligés. On les a obligés. Sinon, ce n'est pas d'elles-mêmes qu'elles ont voulu rester dans cette forêt. Mais elles étaient privées aussi de leur liberté et elles ne pouvaient rien dire. Parce que ce sont les hommes. Si elles leur parlent, on va les égorger. Le risque de voir glisser un groupe de défense communautaire en organisation prédatrice
quasi-criminel est donc grand, notamment dans un contexte où la durée du conflit a davantage renforcé les liens des membres de cette communauté qui deviennent plus puissants que ceux d'avec l'État central. Merci Thierry Ba pour cette enquête. Je vais revenir à Serge Abouna. Vous avez suivi à la maison, chers téléspectateurs, ce reportage, enquête que Thierry Ba vient de nous proposer. Vous aviez dit tout à l'heure que vous êtes gérant, je ne sais pas comment je peux l'appeler, du comité de vigilance de WADA. J'ai une question qui m'intéresse beaucoup plus. On a parlé tout à l'heure des armes. Je voudrais vous poser une question simple. Et je voudrais que vous essayez d'expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent quelle arme utilisez-vous concrètement lorsque vous êtes face à une situation d'insécurité. Est-ce que vous avez déjà eu des brigands qui sont arrivés avec des kalash, des armes et autres? Comment ça se passe quand vous êtes face à ce genre de situation? Pas des kalash au niveau des Yaoundé, mais je crois que normalement le rôle du comité de vigilance est de pouvoir faire je peux appeler ça les premiers soins, quoi. La sécurité primaire, c'est-à-dire pouvoir maîtriser la personne, pouvoir le mettre hors d'état de nuire et le remettre acquis de droit. Et dans ce sens-là, on ne peut pas utiliser l'arme lourde. Et là, nous sommes dans une situation d'insécurité. Le bandit qui arrive n'est pas au courant, il ne veut pas savoir si vous êtes là pour faire ci, pour faire ça. Lui, il doit atteindre ses objectifs et là, il doit utiliser tous les moyens qui sont en sa possession. C'est dans ce sens. Quand vous vous exprimez, on a l'impression que ces gens-là viennent aussi avec toute la douceur. Petit Jésus qui vient pour voler le sac de riz, il n'a pas de couteau, il n'a pas d'arme, rien. Ce qui m'intéresse, quelles dispositions vous prenez pour mettre un terme à ce genre de situation? Généralement, on utilise l'arme blanche, comme je vous ai dit. Pour aller au-delà, il y a un besoin, il y a des autorisations qu'il faut parce que après aussi, on ne peut pas remettre une certaine artillerie à des personnes qui ne sont pas préparées. C'est pour ça que, au vu même de ce reportage, vous allez voir qu'il y a un problème de renforcement des capacités de ces comités-là qui doivent être débriefés sur les modes d'utilisation et même sur ces questions-là, quel est réellement leur rôle, jusqu'à quel niveau s'arrête leur rôle. Mais il y a ces risques-là, ces jeunes sont exposés, même s'ils sont exposés, mais s'ils ne sont pas préparés, c'est aussi un risque. Parce que si par exemple, ceux qui sont au nord, on leur remet des armes lourdes parce qu'ils sont exposés et qu'ils ne sont pas préparés par rapport à ça, ils ne sont pas éduqués, c'est là que ça devient un couteau à double tranchant. Dit donc il y a une différence entre les comités de vigilance, puisque les comités de vigilance qui sont au nord les missions ne sont pas les mêmes, c'est des zones à haut risque. Et là, il y a un travail de préparation, par exemple, à faire pour ceux qui sont par exemple au nord, ils doivent avoir une certaine connaissance, même je crois un peu militaire, un peu, parce que là ils sont vraiment exposés, ils sont face à des personnes qui sont armées, alors les prérogatives ne sont pas les mêmes, les risques ne sont pas les mêmes et les modes opératoires ne peuvent pas être les mêmes. C'est par exemple à Ouada, c'est la petite délinquance. On va se retrouver peut-être au nord, là ils sont face à des terroristes, les missions ne sont pas les mêmes, l'artillerie ne peut pas être la même. Mais c'est les gens et qui la peuvent préparation. On voit quand même que Ouada est entouré de quartiers un peu, nous avons la briqueterie à côté là et tout ça. Est-ce que vous êtes sûr? Moi j'ai d'abord un problème. L'infiltration est haute parce que le Boko Haram ne se balade pas avec l'étiquette au niveau de la face. Justement, je veux même dire que le Boko Haram peut se retrouver à Bastos ou à Oja. Il n'y a pas de voilà, donc, mais je pense que le problème ici, c'est le niveau de risque par rapport à la zone. Et il y a des zones, il y a des épicentres un peu de conflits qu'on connaît, qui sont connus. Des zones de tension. Des zones de tension. Et dans ces zones de tension-là, les comités de vigilance n'ont pas les mêmes prérogatives que dans des zones de maintien simplement de l'ordre ici, là, comme nous sommes ici au centre. Et dont les prérogatives ne peuvent pas être les mêmes et les équipements ne peuvent pas être les mêmes.
Donc, et aussi même l'équipement relève même parfois même du secret aussi, parce que tout ça aussi, le secret parce fait que partie je de vois la que vous sécurité. cachez un certain nombre de choses. Non, je ne cache pas dans le secret de police, mais nous n'allons pas entrer jusque-là. Je vais m'adresser à Patrick, qui est le coordonnateur du réseau Anil for PSD. Nous avons parlé tout à l'heure des foyers de tension. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les dérives? On a l'impression qu'à un moment donné, quand ça tourne au vinaigre, les membres du comité de vigilance peuvent se permettre de faire n'importe quoi si le pronostic vital est mis en jeu. Quelles sont les dérives? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les dérives? Ok, Saint-Jacques dit quelque chose qui est très intéressant quand il a parlé de la préparation. La préparation, c'est un élément très important. Bon, mais dans le cadre, par exemple, des régions, comme les régions du Nord, qui ont été des régions délaissées depuis belle lurette et qui ont brillé par un silence assourdissant des services sociaux de base là-bas, les populations communautaires ont depuis longtemps pris leur sécurité à bras le corps. Parce qu'avant Boko Haram, il y avait les coupeurs de route. Donc le phénomène de comité de vigilance n'est pas nouveau dans une zone comme l'extrême nord. Et là, il ne s'agit pas d'une délinquance à basse échelle. Ça, c'est véritablement même un mouvement contre-insurrectionnel. Et surtout encore quand on voit que c'est une région qui dessert un pays comme le Nigeria avec une très forte population. Donc c'est un peuple, et encore culturellement, même les peuples du nord sont des chasseurs qui marchent généralement avec des armes de chasse. Donc c'est un peuple en fait guerrier même sur la base déjà. Bon, alors maintenant donc, voyez-vous, la question du comité de vigilance dans ce moment-là aussi relève même aussi de la question de la gouvernance. Jusqu'où l'État est légitime pour pouvoir, jusqu'où l'État peut remonter son degré de légitimité pour pouvoir maintenant venir se revendiquer certaines choses au nord, une région qui pourtant pendant longtemps a été délaissée. Oui. Alors, en ce moment, je pense donc qu'en ce moment, le rôle et l'apport des autorités religieuses, des autorités traditionnelles qui ont une forte emprise psychologique sur la population. Et même les membres de la société civile aussi ne sont pas délaissés. Oui, disons que le concept société civile, je l'appelle même concept parce que ce n'est même pas suffisamment développé et même approprié. Même si les gens le font peut-être dans l'inconscient, ce que je sais, c'est que la religion et la culture ont une très forte emprise auprès des populations de la région du Nord, par exemple. Puisqu'ils sont encore ancrés dans la tradition et autres. Effectivement, et c'est même ce que nous avons constaté quand on était sur le terrain. Et alors, je pense que c'est plutôt à ces autorités de prendre maintenant dans leur leadership pour pouvoir encadrer, définir un mandat sous les auspices naturellement de l'État, définir un mandat de ce comité de vigilance, encadrer le comité de vigilance et surtout préparer ce comité de vigilance. Parce que la préparation, je veux dire peut-être repréparer, parce que depuis des siècles déjà, les populations du Nord font face déjà à des ennemis. Depuis des siècles, des ennemis déjà armés, et c'est un peuple guerrier même déjà. Donc il faut seulement les préparer et surtout interroger même aussi la question de la reconversion de leur activité en une activité régulière aux fins étatiques. Et réglementée. Nous allons donc revenir à vous, Abouna, leader du comité de vigilance. Comment ça se passe entre vous? Est-ce que vous êtes en rapport, vous êtes en relation à la brique, Mokolo, Chinga et autres? Comment ça se passe vos rapports entre leaders et comité de vigilance? Il faut une collaboration parce que le renseignement est beaucoup plus facilité parce qu'on travaille aussi avec les informations. Le renseignement est facile lorsque nous collaborons et on a la maîtrise de certains éléments. Donc la collaboration est vraiment très importante pour la circulation de l'information. Donc c'est ce que je peux dire à ce niveau-là. La collaboration est vraiment très très importante parce que si on ne collabore pas, les informations ne marchent pas, il n'y a pas la confiance. Il y a pas, vu que c'est une démarche hors étatique. Donc il y a déjà les émotions qui sont là. Il y a l'attachement émotionnel qui est là. Vous pouvez venir demander, vous pouvez rechercher quelqu'un qui vit dans une communauté, il peut être protégé par la communauté. Aussi parce qu'on ne vous fait pas confiance. Et puis à ce niveau-là aussi, avec les autorités administratives, c'est au niveau des sentences. Les sentences aussi, il fallait s'entendre sur les sentences. Généralement, je parle par exemple pour la petite délinquance au niveau de Ouada, c'est des travaux d'intérêt général, ce qui ne peut pas être la même chose pour quelqu'un qui va éliminer des gens au nord. Oui.
dont les sentences ne sont pas les mêmes et la collaboration est de mise parce qu'elle repose sur une certaine confiance aussi parce que c'est vice-versa. L'attaque peut venir de l'autre côté. Bon, vous n'allez pas quand même dire que c'est du fleuve calme tout au long de l'année. Il n'y a pas eu de conflits entre-temps. Vous avez parlé tout à l'heure d'émotions, de sentiments et autres. Est-ce qu'il n'y a pas généralement des conflits entre les comités de vigilance? On a l'impression que les règlements de compte et autres peuvent aussi entrer en jeu. Est-ce que c'est toujours une situation paisible? À Yaoundé, par exemple. C'est une situation, c'est important parce que, comme j'ai dit, c'est un mal global avec des réalités particulières. Oui. Chaque zone a des réalités particulières. Ça veut dire que une exaction peut être commise ici et celui qui a commis le concerné se retrouve dans une autre zone. Alors il faut collaborer avec les gens de cette zone-là pour savoir, pour avoir l'information, comment est-ce qu'il a marché. Nous le voyons même au niveau des États. La collaboration interétatique, quelqu'un qui a commis des exactions au Cameroun, qui se retrouve par exemple au Nigeria et les autorités du Nigeria doivent pouvoir collaborer avec le Cameroun pour leur envoyer. Parce que ça aide sur l'information, sur le suivi, sur le monitoring. Donc, dans ce sens-là, les conflits d'intérêts, les zones sont définies, chacun connaît sa zone et beaucoup plus on partage les problèmes. On ne peut pas se combattre parce qu'on a un seul objectif. On a un objectif. Au niveau de la suivi, par exemple, est-ce que vous vous organisez là-bas? Ceux qui sont tellement pauvres, est-ce que l'organisation a mis quand même un fonds? Est-ce qu'il vous arrive parfois de faire des cotisations à chaque fois pour essayer de maintenir aussi cette cohésion entre vous? C'est les partenaires, c'est les initiatives de bonne volonté qui sont là, des parents, si je peux les appeler ainsi, des parents qui nous soutiennent, qui voient des jeunes, qui essayent de trouver quelque chose à faire et qui encouragent l'initiative parce qu'il faut toujours le relever que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Il est question de sortir ces jeunes-là de l'oisiveté parce qu'en fait, l'ennemi même en réalité de ces jeunes, c'est l'oisiveté. Donc, lorsqu'ils s'occupent là toute la journée, parfois quelqu'un peut passer, il jette 1 000 francs, il traverse, si on a mis une barrière, s'il traverse de bonne foi, il peut jeter un 500, un 200, c'est comme ça. C'est un peu comme ça qu'on vit et il n'y a pas une ligne budgétaire, il n'y a pas un budget posé, tout un fonds pour non, il n'y a pas. À moins que, comme je l'ai dit, à ma deuxième expérience, le deuxième comité de vigilance qui a été mis en place un peu avec ma participation parce que je n'étais pas leader, mais j'ai essayé de mettre un accent sur cette organisation-là où nous avons mis en place un système de financement participatif. C'est-à-dire que les gens du quartier, chaque mois, de bonne foi, on fait un tour dans le quartier avec un cahier, ceux qui sont connus pour donner 1000 francs, 2000, et puis voilà, et on essaie de voir ceux qui ont été réguliers parce qu'on a un cahier aussi de suivi pour les présences de ceux qui travaillent, ceux qui ont été présents, ceux qui se sont donnés bénévolement au cours du mois, ils ont sacrifié leur sommeil, leur temps. On essaie, c'est pas une paye, mais c'est quand même une prime de bénévolat quand même pour amortir. Ok, j'en viens à vous, monsieur Patrick. Est-ce qu'il y a des conséquences liées à la multiplication des comités de vigilance? Est-ce que dans un pays, prenons le cas du Cameroun, où la situation sécuritaire n'est pas vue d'un bon œil, est-ce que la multiplication des comités de vigilance peut créer un trouble quelconque? Est-ce qu'il y a des conséquences liées à cette situation? Ok. Déjà, je veux dire que l'État étant conscient de ces défaillances en termes de renseignement au niveau communautaire, reconnaît l'importance que joue le comité de vigilance. Mais il est aussi important de savoir que l'État peut aussi organiser la multiplication, peut encourager la multiplication des comités de vigilance ou même encourager les querelles entre les comités de vigilance comme mode de gouvernement. C'est-à-dire qu'il peut organiser une insécurité pour mieux asseoir sa légitimité sur le plan communautaire. Et alors, vu sur cet angle, la multiplication du comité de vigilance peut être un avantage pour l'État. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, ça c'est une politique. Alors, parce que si l'entité étatique, la paix étatique se rend compte qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir contrôler l'action du comité de vigilance et sur le long terme pour pouvoir le démobiliser et le réinsérer, alors les possibilités de multiplication, les possibilités d'incitation
de lutte, de leadership peuvent être encouragés discrètement par l'État pour pouvoir mieux imposer une politique de gouvernance. Voilà, donc alors... mais ce qui est important à dire ici, c'est qu'il est extrêmement dangereux d'entreprendre de telles démarches. Et surtout sous un autre angle, voyez-vous, dans un cas comme peut-être à l'extrême nord, quand la question de sécurité est de plus en plus menacée, alors les principaux bailleurs se posent à se savoir, est-ce que nous devons financer l'État ou financer les sous-traitants de la sécurité, en l'occurrence les comités de vigilance. Mais le danger de financer directement les comités de vigilance donnera aux comités de vigilance beaucoup plus de force pour pouvoir asseoir son autorité par rapport à l'État. Donc c'est en ce sens donc voyez-vous, donc l'État peut décider de multiplier les comités de vigilance pour pouvoir mettre les potentiels bailleurs de fonds dans un embarras, à tel point qu'ils ne sachent pas qui est le principal interlocuteur. Ça peut être aussi une politique. Donc ça veut dire que les approches peuvent varier en fonction de la stratégie des parties prenantes, tout simplement. Mais là, cela peut aussi provoquer une sorte d'insurrection dans la population, manipulée par l'État à un moment donné. Oui, disons que l'État, dans un souci de reconquête de la légitimité, parce que le comité de vigilance a cette particularité, c'est qu'il détient l'information très fraîche, l'information de la source. Et comme Serge a dit, un comité de vigilance peut protéger ses membres. Je vous ai dit par exemple que l'une des techniques utilisées par les terroristes pour pouvoir infiltrer les comités, c'était les liens matrimoniaux qu'il fallait créer entre ces populations. Alors si peut-être un Kanuri vient peut-être épouser une fille de l'Adamawa, ils ont un enfant, et maintenant il commet un acte terroriste, vous venez à l'Adamawa. Mais il a un enfant là-bas, c'est un père de famille là-bas, il y a de fortes chances qu'on puisse le protéger. Mais alors donc, étant donné donc dans la plupart de ces parties du pays, ces dynamiques sont purement citoyennes. Oui. Elles ne naissent pas d'un arrêté ministériel ou d'un arrêté présidentiel. Donc elles naissent d'une volonté citoyenne de pouvoir rejeter les bases de la sécurité. Donc ça dit que de ce point de vue, elles n'ont pas... Elles n'ont pas directement des ordres à recevoir de l'appareil étatique. Oui. Donc, c'est pourquoi l'État a tout intérêt aussi pour pouvoir les infiltrer les communautés, et alors la possibilité de multiplier ces communautés vigilantes afin de les rendre très faibles, exactement comme l'ont fait les partis politiques, c'est aussi une possibilité envisageable. Ok, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas aussi parler d'un problème d'effectifs dans l'armée, puisque est-ce que l'armée à un moment donné n'est pas obligé de collaborer avec ces comités de vigilance-là, vu le problème de sous-effectifs? Est-ce qu'on peut évoquer aussi ce problème, l'effectif? Est-ce que selon vous, c'est satisfaisant? Au Cameroun, par exemple? Oui, justement, aussi, la question de l'effectif peut se poser. Bon, mais en fait, je vois que tout dépend beaucoup plus de la stratégie mise en place pour faire face aux problèmes immédiats. Disons, à l'insurrection qui est immédiate, la stratégie qui a été mise en place. Puisqu'Abouna nous a dit tout à l'heure que le commissaire du premier arrondissement a carrément distribué les machettes pour accompagner leur action. J'ai l'impression qu'ici, il y a un problème d'effectif qui se pose concrètement. Ou aussi peut-être un problème de la distance entre l'État et la société. Il peut avoir un très grand fossé que l'État n'arrive pas à combler. Et alors maintenant, donc, l'État utilise les comités de vigilance comme trait d'union pour pouvoir mieux se rapprocher. Bon, mais seulement cette approche a énormément de conséquences. C'est pourquoi il revient une fois de plus aux entités étatiques de pouvoir, par exemple, dans le cadre d'une gouvernance appropriée, de légitimer les acteurs de gouvernance tels que les autorités traditionnelles, les autorités religieuses qui ont encore une certaine mainmise, sur les pouvoirs, sur les populations locales. Ok, ce qui est compris. Je vais revenir à vous, M. Yapouna. Est-ce que dans le fonctionnement des comités de vigilance, vous intégrez tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas que des gens d'une même tribu? Comment ça se passe? C'est tout le monde qui est intégré? C'est tout le monde qui est intégré, puisque la menace ne choisit pas l'ethnie ou la tribu, donc c'est une menace globale. Et voilà, nous essayons de mutualiser les efforts pour atteindre les objectifs, déjà les objectifs de la communauté qui veut cette paix-là, si on peut l'appeler ainsi. Et
généralement dans les dynamiques des quartiers, ça se met en place, c'est des plaintes, on observe une recrudescence des actions de vol, d'agression, et voilà, le quartier se plaint, et puis à un moment on se dit, bon voilà, il faut qu'on trouve une solution, parce qu'à chaque fois, s'il faut prendre le temps d'amener quelqu'un à la brigade et tout, le temps qu'on l'amène, beaucoup de choses seraient déjà passées, ou alors le temps que la police arrive, lorsqu'on les appelle, c'est un problème. Parfois, ils n'ont pas de carburant. Voilà, et tout ça, des cracasseries, je préfère appeler ça des cracasseries. Et maintenant, il faut donc des préalables. Il faut une action préventive, il faut une action dissuasive, il faut une action, comme je dis, préalable. C'est-à-dire, il faut aussi le renseignement qui est très important aussi, parce que le renseignement, le comité de vigilance a cet avantage-là de la collecte d'informations, parce que c'est la communauté, nous connaissons, on connaît qui fait quoi là. Donc lorsqu'il y a une nouvelle personne, par exemple, lorsqu'on sécurise le quartier, si on met une barrière dans le quartier la nuit, on connaît quelle nouvelle personne arrive au quartier. Je prends l'exemple d'une situation où en plein 19h, on voit quelqu'un qui sort du quartier avec une brouette qu'on ne connaît pas, et il y a une bouteille de gaz dans la brouette. Très suspect, c'est suspect. À 19h, il sort du quartier, personne ne le connaît au quartier, les jeunes, personne ne le connaît, mais il est en train de sortir du quartier avec une brouette et une bouteille de gaz. Ça veut dire qu'à la base, vous faites un travail de recensement pour connaître qui vit dans le quartier, qui ne vit pas dans le quartier. Puisque c'est les habitants du quartier qui sont dans le comité, ils connaissent les gens du quartier, on voit les gens qui rentrent dans le quartier le soir puisqu'on met une barrière, et les gens qui rentrent, on voit les gens qui rentrent, on connaît la majorité des visages. Donc quand on voit un visage qu'on ne connaît pas, on met un accent sur lui, on va en savoir plus. Et on vient interroger quelqu'un comme ça qui dit que soit il est ancré avec la bouteille de gaz et il voulait repartir avec, il donne une raison bidon, mais on ne l'a pas vu ancré dans le quartier. Compte tenu du temps, M. Abouna, je serai obligé de vous couper pour revenir à M. Patrick. Puisque nous sommes dans le cadre des ODD, des objectifs de développement durable. Ici, il faut rappeler, chers téléspectateurs, nous travaillons sur l'ODD 16 qui parle de la paix, la justice et les institutions efficaces. Je vais donc m'adresser à vous, M. Malo Patrick. Quelles sont donc les résolutions que nous pouvons prendre dans le cadre de l'ODD du jour? Quelles sont les résolutions? Ce qu'il faut faire comprendre, c'est que la question de la sécurité, c'est une question qui est suffisamment complexe, dont il appartient à nos États déjà de pouvoir redéfinir les bases d'une fondation, c'est-à-dire jeter les bases d'une nouvelle gouvernance en Afrique et d'une nouvelle gouvernance au Cameroun. La question sécuritaire, c'est une question transfrontalière. Voyez-vous, elle ne peut pas seulement être résolue et pensée à l'échelon national ni à l'échelon local. Compte tenu de la collaboration qui existe sur le plan culturel, sur le plan sociétal, alors donc redéfinir les bases signifie quoi? Redéfinir les bases signifie qu'il faut que l'État réintègre la société. Voyez-vous, l'État tel qu'il a été pensé par le colon agit comme un véritable corps étranger. On ne se reconnaît pas dans la conception étatique de l'État hérité de l'époque coloniale. Alors on doit revenir à la conception étatique telle que nous l'avons vécu avant. C'est pourquoi je vais parler d'un retour et d'un recours aux sources. On doit retourner aux sources, mais on doit aussi recourir aux sources en se nourrissant de l'héritage positif colonial. Voilà. Et c'est en ce sens que nous pouvons définir une politique, une gouvernance sécuritaire, politico-sécuritaire sur le long terme, et on ne sera pas surpris seulement par les événements et jeter sur place les comités de vigilance. Et quand bien même ces comités de vigilance vont naître, ces comités de vigilance naîtront bien sûr des dynamiques citoyennes, mais aussi associées à cela des dynamiques patriotiques. Et alors la conjugaison de ces deux actions sur le plan citoyen et sur le plan patriotique va naturellement accompagner l'État dans son ensemble, c'est-à-dire que État-société mélangée dans son ensemble pour la construction d'une paix durable. Voilà ce qui est important de le dire. Et maintenant, mais dans le cas actuel, avec les comités de vigilance qui sont déjà là, il appartient maintenant donc à l'État de pouvoir mettre aussi en place, dans le cadre d'une stratégie nationale de sécurisation du pays, les politiques de démobilisation, de réinsertion des jeunes qui sont dans les comités de vigilance, pour éviter sur le long terme que ces comités de vigilance ayant acquis l'expérience militaire, des précieuses informations, ces comités de vigilance deviennent des milices ou des forces paramilitaires
sur le long terme pour le désagrément total de l'État. Ok, merci Monsieur Patrick. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris comme nous. Aujourd'hui, nous avons posé la réflexion sur l'ODD 16. L'ODD 16 qui met sur la table la paix, la justice et les institutions efficaces. Comme invité cet après-midi, nous avons eu Serge Abouna, qui est encadreur d'un comité de vigilance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et de l'autre côté, nous avons eu Maloum Patrick, qui est expert en résolution des conflits internationaux. Par ailleurs, il faut le rappeler ici, il est coordonnateur du réseau ANIL for PSD. Tout un mouvement qui nous aide à réaliser cette émission des objectifs du développement durable. On a appelé Objectif Zéro. Nous avons l'impression qu'à la maison, vous avez été intéressés et on se revoit pour la prochaine fois dans le cadre d'une autre émission des objectifs de développement durable. Merci.